Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va parler du théorème de Millman et je dédicace cette vidéo à Pierre-Adrien, étudiant en PC étoile au lycée Wallon de Valenciennes, qui est venu me poser des questions à propos de ce théorème. Donc le théorème de Millman, c'est un outil très puissant en électrocinétique, bien qu'il ne soit pas au programme officiel, ni de l'AMP, ni de la PC, ni je pense de la PSI. Ceci dit, dans les concours, son utilisation est largement tolérée à condition de bien maîtriser ses conditions d'utilisation et surtout bien sûr de savoir l'utiliser correctement. Alors ce qui n'est pas facile avec le théorème de Millman, c'est de comprendre sa signification physique. C'est là encore une formule un peu bazooka, un outil très puissant, mais c'est vrai que la signification du théorème de Millman est physiquement pas forcément évidente à voir. Il y a aussi des pièges dans lesquels à ne pas tomber. Donc c'est en particulier le cas quand on a un montage à ampli hop, on va voir où utiliser le théorème Millman, où ne pas l'utiliser et pourquoi. Alors j'ai donc prévu de voir cette utilisation sur un filtre passif. Alors tu vois qu'il est assez compliqué, assez grand, et donc sur un filtre actif, un filtre à base d'amplificateur opérationnel ou comme on dit aussi d'amplificateur linéaire intégré. Donc on va voir tout ça, on va partir des bases et donc on va commencer par étudier ce filtre. Alors quand on le regarde comme ça, on voit qu'il est constitué par l'association de trois cellules CR, et pour quelqu'un qui est un petit peu habitué à l'électrocinétique, ce sont des passes-eau du premier ordre. Alors première remarque déjà, attention, la fonction de transfert de ce filtre-là n'est pas celle de la fonction CR, c'est-à-dire un passe-eau du premier ordre, élevé au cube. Pourquoi? Parce qu'il y a des dérivations de courant ici, d'une cellule dans l'autre. Et bon voilà, alors il faudrait mettre des suiveurs hein, si on voulait pouvoir élever cette fonction de transfert au cube, mais ça n'est pas le cas. Néanmoins, on va voir que c'est un passe-eau d'ordre 3, et pour établir sa fonction de transfert, c'est-à-dire le quotient VS sur VE, on peut penser à plusieurs méthodes. En gros, les deux méthodes à notre disposition, c'est la loi des nœuds en termes de potentiel et ou le théorème de Millman, l'un étant la conséquence du premier. Mais alors il y a surtout un truc qu'il ne faut absolument pas faire, c'est introduire des courants dans chaque branche et faire des lois d'émail. Pourquoi? Parce qu'en fait ces courants n'apparaîtront pas dans la fonction de transfert définitive, donc ce seraient des intermédiaires de calcul inutiles qu'il faudrait éliminer par des systèmes de x équations à x inconnus, enfin bref, très lourd, donc surtout pas de loi d'émail dans ce genre de contexte. Alors on pourrait peut-être faire le bilan du nombre d'inconnus et du nombre d'équations, ça c'est toujours quelque chose d'intéressant à faire. Donc les inconnus, combien y a-t-il d'inconnus dans ce problème? Et pour nous, les inconnus, ça va être les potentiels des nœuds susceptibles d'intervenir. Alors, je vais appeler ce nœud ici A, ce nœud ici B. Donc, en fait, il y a quatre grandeurs qui vont intervenir, quatre inconnus, si on veut, dans ce problème. VE, donc qui est le potentiel par rapport à la masse, donc la tension, si on veut, la tension d'entrée. VB, qui va être ce potentiel-là, donc tension par rapport à la masse, et VA et VB, donc qui vont intervenir ici. Et on va voir que, donc à partir de ces quatre inconnus, on va être capable de déterminer la fonction de transfert VS sur VE. Alors comme on veut le quotient de deux de ces quatre inconnus, en fait il nous suffit de trois équations linéairement indépendantes. Alors que vont être ces équations? La première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je peux utiliser un pont diviseur de tension? Alors, entre VS et VB, on voit qu'on a un pont diviseur de tension. VB, c'est cette tension-là. Donc, si on a un pont diviseur de tension, c'est de loin l'outil le plus agréable, le plus facile. Donc ici, on a un pont diviseur de tension. Mais attention, entre par exemple VA et VE, il n'y a pas de pont diviseur de tension étant donné qu'on a un courant qui rentre ici, à moins d'associer toutes ces impédances, ce qui n'est pas impossible mais qui serait très lourd, donc, et qu'on ne va pas faire. La dérivation de courant empêche d'utiliser le pont diviseur de tension et on va voir que c'est le théorème de Millman le plus adapté en VA, en VB, donc pour écrire les deuxième et troisième équations
qui vont nous permettre de trouver la fonction de transfert. Alors, comment ça marche le théorème de Millman? Regarde bien l'orthographe d'ailleurs, il n'y a pas de E ici, il n'y a pas deux N ici, c'est Millman. Donc, trois équations. Donc, le pont diviseur en sortie, on est en sortie ouverte ici bien sûr, et le théorème de Millman. Donc, le théorème de Millman s'énonce de la façon suivante, c'est que le potentiel d'un nœud, c'est le barycentre des potentiels des nœuds adjacents affectés comme coefficient des inverses des impédances ou aussi des admittances. Alors dit comme ça paraît un petit peu abstrait, un petit peu compliqué. C'est ce que je disais, la signification physique du théorème de Millman n'est pas évidente à voir au premier abord. En fait, on va voir que c'est une conséquence de la loi des nœuds en termes de potentiel. Alors la loi des nœuds en termes de potentiel, ça c'est une compétence exigible, en prépa en particulier. Alors comment ça fonctionne et d'où en déduit-on le théorème de Millman? Et après on apprendra à utiliser spontanément le théorème de Millman. Mais pour voir la signification physique du théorème de Millman, il faut passer par la loi des nœuds en termes de potentiel. Donc comme son nom l'indique, la loi des nœuds en termes de potentiel, c'est une loi des nœuds. La loi des nœuds, elle dit quoi? C'est la conservation de la charge en un nœud, c'est-à-dire que la somme de tous les courants qui arrivent est égale à la somme de tous les courants qui partent. C'est une manière de l'écrire. Ou alors la somme algébrique de tous les courants qui arrivent est égale à 0. Ou alors la somme algébrique de tous les courants qui repartent du nœud est égale à 0. Donc, bon, traditionnellement, on oriente certains courants entrants et d'autres sortants. Donc je vais dire qu'on a un courant qui entre comme ça ici et qui se divise en deux. Une partie qui passe dans R, une partie qui passe dans C. Quand on applique la loi des nœuds en termes de potentiel, eh bien, il ne faut pas donner de nom aux différents courants, mais il faut les exprimer, comme le dit l'énoncé de ce théorème, la loi des nœuds en termes de potentiel. Ça veut dire que chaque courant est exprimé uniquement en termes de potentiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Comment exprimer le courant qui entre ici, qui va de VE jusqu'à VA en termes de potentiel? Quand on a une impédance Z, le courant I en convention récepteur, et tu sais qu'en notation complexe, les conventions récepteurs et générateurs ont autant d'importance que en régime continu. Donc I vaut U sur Z. C'est ce que je vais appeler le potentiel V de départ. On pourrait l'appeler V1. Donc on va de V1 vers V2. Donc V1 moins V2 sur Z. Donc de manière générale, et ça on l'écrira plus, on ne donnera plus de nom au courant, on ne l'appellera même pas I, on écrira directement qu'un courant qui traverse une impédance dans le sens de 1 vers 2, c'est le potentiel de départ moins le potentiel d'arrivée, donc la diminution de potentiel divisé par l'impédance traversée par ce courant. Alors, au nœud A, comment écrire la loi des nœuds en termes de potentiel pour démontrer et voir la signification physique du théorème de Millman, qui n'en sera qu'une expression finalement de cette loi des nœuds. Donc, on va dire que le courant qui arrive, il part de VE moins VA, donc multiplié par JC oméga. Alors attention, l'inverse de l'impédance, c'est l'admittance. L'admittance d'une capacité, c'est JC oméga. Donc c'est la somme des deux courants qui repartent. Donc on repart cette fois-ci de VA moins 0. Alors c'est peut-être bête, mais on comprend mieux d'où ça vient. Donc divisé par R. Donc là j'ai exprimé en termes de potentiel le courant qui part de A, qui va à la masse. Donc par convention le potentiel est nul divisé par R, plus donc VA moins VB multiplié par JC oméga. Et donc en factorisant VA, on voit que VA va s'écrire très exactement comme le prédit le théorème de Millman. C'est-à-dire ça va faire VE, on va en reparler, fois JC oméga, plus VB fois JC oméga divisé par 1 sur R, plus 2 sur JC oméga. Voilà le théorème de Millman. En fait, le théorème de Millman traduit la loi des nœuds. Mais plutôt que d'écrire à chaque fois cette loi des nœuds en termes de potentiel, en fait, on a directement le potentiel du nœud A comme un barycentre. Alors,
si on avait dû appliquer directement cette formule au nœud A. Quelle est la technique pour avoir directement le théorème de Millman sous cette forme? On voit que ça fait gagner beaucoup de temps. Donc, on repère un nœud. On repère ce que j'appelle les nœuds adjacents, c'est-à-dire ceux qui sont reliés à VA par des impédances. Donc on a VE qui est relié par la capacité, VB qui est relié par la capacité, et la masse, ne pas l'oublier, qui est reliée par la résistance. Et donc, pour appliquer la formule, on dit que c'est la somme sur I, donc VE est relié par la capacité, donc on multiplie par l'admittance, on divise par l'impédance, donc ça fait VE fois JC oméga. Alors, d'un point de vue pédagogique, on pourrait rajouter plus 0 sur R, puisque là, on a la masse divisée par R. Ça paraît idiot, ça paraît inutile, mais ça permet après au dénominateur de ne pas oublier de diviser par 1 sur R. Et puis, on a donc VB qui est lui aussi relié par une capacité, et donc on divise par la somme des admittances, donc sans oublier celle qui éventuellement est reliée au potentiel nul, parce que évidemment ça intervient dans le calcul, on le comprend bien, même si ça n'intervient pas au numérateur, on le comprend bien avec la loi des nœuds en termes de potentiel qu'on vient de faire. Donc voilà l'expression très rapide de VA, c'est le plus efficace, c'est le mieux. Et puis, alors on va le faire avec VB pour s'entraîner, pour voir si on a bien compris comment ça marche. Je ne vais pas refaire la loi des nœuds, réappliquer la loi des nœuds en termes de potentiel, mais je vais écrire directement ce que vaut VB. Donc je repère VA qui est relié, donc cette fois-ci je l'applique en B, le théorème de Millman. Je repère que B est relié à A par la capacité, B est relié à la sortie par le condensateur. Alors je ne vais pas aller jusqu'en bas, hein, mais je vais m'arrêter en VS. C'est sûr qu'on pourrait aussi imaginer associer ces deux impédances en série, mais on va s'arrêter en S. Il ne vaut mieux pas faire trop d'associations comme ça, parce que ça va alourdir les calculs. Et puis, ici, on est relié à la masse par R, comme avec A. Donc, VB va être égal à VA multiplié par JC oméga, plus VS multiplié par JC oméga, divisé par, alors on peut mettre plus 0 sur R, donc divisé par 2 sur JC oméga, plus donc 1 sur R à ne pas oublier. Bon, bah théoriquement, le problème est résolu. On a écrit les trois équations qui nous permettent de résoudre le système. Donc ici, on avait un pont diviseur, c'était le plus simple, et deux fois le théorème de Millman. Donc il suffit maintenant d'éliminer VA et VB au profit de VE, VS. Donc par exemple, dans ce système ici, VA, VB, considérez que VA et VB sont deux inconnus à exprimer en fonction de VE et de VS. Et donc, une fois qu'on aura ça, on peut par exemple reporter VB ici dans cette équation. Et donc on factorisera VS et VE. Alors c'est assez lourd, j'ai pris un exemple assez compliqué, une structure de filtre assez compliquée, mais crois-moi, si tu commences à appliquer des lois d'émail, à introduire des courants, là tu es sûr, tu es mort, c'est impossible, tu n'arriveras pas au bout. Même avec cette méthode qui est la plus efficace, les calculs sont assez lourds. Alors je vais te donner le résultat. Donc voilà le résultat. Donc H égale JRC oméga au cube sur 1 plus 5 JRC oméga plus 6 JRC oméga au carré plus JRC oméga au cube, donc des groupements JRC oméga sans dimension. C'est bien un passe haut d'ordre 3. On voit bien que quand oméga tend vers plus l'infini, le quotient des termes de plus haut degré tend vers 1 et en basse fréquence, donc H tend vers 0. Donc voilà, au-delà de l'exemple, donc ce qu'il faut retenir, c'est que le théorème de Millman, c'est l'outil le plus puissant qui traduit la loi des nœuds en termes de potentiel. Donc on repère les nœuds adjacents à un nœud donné et donc on écrit le potentiel comme un barycentre des nœuds adjacents avec les impédances des différentes branches, en n'oubliant surtout pas de tenir compte au dénominateur d'une branche sur laquelle on serait relié au potentiel nul, même si au numérateur, on n'a pas de contribution de ce potentiel-là. Alors maintenant, on va regarder ce qui se passe sur un filtre actif. Parce que sur un filtre actif, avec donc un ampli-op, on appelle filtre passif, donc des filtres constitués uniquement de dipôles passifs, RLC. Donc filtre actif, c'est donc avec
des amplificateurs linéaires intégrés qui nécessitent donc une alimentation extérieure, plus ou moins 15 volts la plupart du temps. Donc voilà l'étude de ce filtre, très classique. Donc il faut déterminer là aussi la fonction de transfert H égale à Vs sur VE. Et c'est vrai qu'il y a là aussi plusieurs manières de faire et que l'utilisation du théorème de Millman peut poser un certain nombre de difficultés et surtout il y a un gros piège qu'on va voir ensemble. Alors, on va supposer donc que l'amplificateur linéaire intégré est idéal en régime linéaire. Donc là, bon, le but n'est pas pour moi de faire un cours sur les ampli-op. Donc, idéal, les impédances d'entrée sont infinies, donc il n'y a pas de courant ou le courant qui rentre là est négligeable. Donc, ces courants d'entrée sont nuls. Je mets des petites croix pour le signifier. Epsilon, donc égal à V plus moins V moins, donc les potentiels des entrées non inverseuses et inverseuses, epsilon est nul. Donc on voit que V plus est relié à la masse par un fil, donc V plus vaut 0, donc V moins vaut 0. Donc le potentiel ici est nul, puisqu'il vaut V plus qui est relié à la masse. Alors, pour trouver la fonction de transfert, le moyen le plus efficace, c'est d'appliquer le théorème de Millman à l'entrée moins. Et donc il n'y a pas de courant qui rentre dans l'ampli-op, donc cette hypothèse est tout à fait cruciale pour l'application du théorème de Millman. Alors comment on va écrire ça? Donc V- égale, on repère les nœuds qui sont reliés à V- avec les impédances qui interviennent. Donc V-, donc c'est ce potentiel-là, c'est cette tension par rapport à la masse, est relié à l'entrée par la résistance R et est relié à la sortie avec ces deux impédances qui sont en parallèle. Donc V-, c'est le barycentre de VE divisé donc par R plus VS. Alors là, une petite astuce de calcul, puisqu'en fait, le coefficient à mettre là, c'est l'admittance équivalente de la branche. Ici, on va raisonner directement sur les admittances. Ce qui serait maladroit, c'est de faire une association des impédances en série pour en prendre après l'inverse. Autant additionner directement les admittances. Donc, puisque l'admittance équivalente à une association en parallèle, c'est la somme des admittances. Donc voilà, ça c'est beaucoup plus élégant. Donc divisé par 1 sur R plus 1 sur R' plus JC oméga. Il faut toujours être très concentré quand on fait ça parce qu'on fait vite des bêtises. On confond vite admittance, impédance, les sommes, etc. Il faut être très concentré. Et donc ça fait 0. Et là, on voit que directement, on a la fonction de transfert, elle crève les yeux. En fait, il suffit de regarder le dénominateur. J'étais même pas obligé, le numérateur, je n'étais même pas obligé d'écrire le dénominateur. On voit que VS sur VE va être égal à 1 sur R divisé par 1 sur R' plus JC oméga. Autrement dit, R' sur R plus JR'(C oméga. Donc on peut mettre sous la forme H0 plus 1 sur J oméga sur oméga 0. On voit tout de suite que c'est un passe-bas d'ordre 1. R' sur R, c'est le gain en basse fréquence. Et la pulsation de coupure, c'est 1 sur R'(C). C'est aussi donc oméga 0. Et donc voilà, c'est vraiment le moyen le plus efficace pour établir la fonction de transfert. Alors évidemment, tu aurais pu redémontrer ça par la loi des nœuds en termes de potentiel. Si tu es au concours et le théorème de Millman n'est pas à ton programme, l'examinateur peut te dire « Ah très bien, vous utilisez cet outil, mais il n'est pas à votre programme, démontrez-le-moi ». Alors, vous utilisez à ce moment-là la loi des nœuds en termes de potentiel, donc le courant qui arrive ici est la somme de ces deux courants, et on les exprime en termes de potentiel. Donc le premier courant va de VE jusque V-, donc VE moins V- qui vaut en fait 0, divisé par R égale, donc là on a deux branches en parallèle, donc on repart de V-, attention au signe, moins VS, donc le courant qui part dans la résistance ici c'est V- moins VS sur R, plus V- moins VS, donc fois JC oméga, donc le courant qui part dans la capacité. Et donc voilà, en factorisant, on retombe évidemment sur cette expression de V- qui est nulle, puisque ça vaut V+. Alors, dernière remarque, c'est
le piège. Voilà, j'ai appliqué directement le théorème de Millman là où il fallait l'appliquer, mais il y a une tentation très forte, et j'ai fait exprès, d'introduire une résistance d'utilisation ou une impédance d'utilisation à la sortie du filtre. Alors, une des grandes différences entre les filtres passifs et les filtres actifs, tu as vu que le filtre passif de tout à l'heure, il était étudié en sortie ouverte, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de résistance d'utilisation. Si on avait eu une résistance d'utilisation, la fonction de transfert globale dépendrait également de cette résistance d'utilisation à la sortie, elle interviendrait dans l'application des lois qu'on a vues tout à l'heure. L'avantage des filtres actifs, c'est que leur fonction de transfert est indépendante de RU. On l'a bien vu, puisqu'on a appliqué le théorème de Millman à l'entrée moins, et la fonction de transfert ne dépend absolument pas de la valeur de RU. Alors, introduire un RU comme ça, c'est un petit peu un piège. Pourquoi? Parce que, en fait, on est tenté peut-être d'appliquer le théorème de Millman ici. On se dit, bon, je peux l'appliquer là, mais je peux aussi l'appliquer là. Or, on ne peut pas en fait l'appliquer à la sortie d'un ampli op. Voilà le gros piège dans lequel il ne faut pas tomber. Le théorème de Millman ne peut pas s'appliquer sous la forme qu'on vient de voir à la sortie d'un ampli op. Pourquoi? Parce que à la sortie d'un ampli op, on a un courant de sortie IS qu'on ne peut pas exprimer en termes de potentiel, comme on vient de le faire, comme étant V1 moins V2 sur Z. Voilà, il sort de l'ampli op, on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, l'existence de ce courant nous empêche d'écrire le théorème de Millman à la sortie. Et ce théorème de Millman, pour certains, ferait intervenir RU, et donc du coup, ils se retrouveraient avec du RU dans leur fonction de transfert, ce qui est faux. Alors, on peut. Alors, ce qui a de l'intérêt, c'est pourquoi pas déterminer IS, mais par une loi des nœuds en termes de potentiel à ce moment-là. C'est une manière de déterminer le courant de sortie. Donc, si on applique la loi des nœuds en termes de potentiel à la sortie S, on aura IS qu'on ne peut pas exprimer autrement. Donc plus les deux courants en termes de potentiel ici, donc c'est V- moins Vs sur R plus V- moins Vs fois JC oméga. Donc là j'ai écrit que la somme des trois courants qui arrivent est égale au courant qui va aller dans la résistance, c'est-à-dire Vs moins 0 divisé par RU. Donc là j'ai une équation qui fait intervenir le courant de sortie et qui lui va dépendre évidemment de la résistance d'utilisation. C'est d'ailleurs un des moyens de mesurer ce courant de sortie avec un ampli op. On prend une résistance de sortie très faible pour faire éventuellement saturer en courant l'ampli op à environ 20 mA. Donc c'est une des manières de mesurer ce courant de sortie. Donc on retient que pour un montage à amplificateur opérationnel, à amplificateur linéaire intégré, l'utilisation du théorème de Millman est tout à fait commode à condition de ne pas l'appliquer à la sortie de l'amplificateur opérationnel parce que le courant de sortie, qui ne s'exprime pas en termes de potentiel, nous en empêche. Mais pour le reste, voilà, ça reste la méthode la plus efficace. Et on n'oublie pas non plus que c'est toujours une conséquence de la loi des nœuds en termes de potentiel, c'est-à-dire en fait une loi des nœuds. Donc le contenu physique du théorème de Millman, c'est la loi des nœuds. Et ça, il faut que tu en sois bien convaincu et bien certain. Voilà, bah écoute, j'espère que ce petit topo t'a aidé à y voir plus clair sur l'utilisation du théorème de Millman en électronique, en électrocinétique. À bientôt!